Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons aujourd'hui parler du rôle des ONG avec le témoignage des Amis de la Terre France. Alors aujourd'hui, pour parler du rôle des ONG dans le devoir de vigilance, et je vous renvoie vers d'autres podcasts que j'ai fait avec d'autres organisations, j'ai le plaisir d'accueillir Marcelin Gel. Bonjour Marcelin. Bonjour Charlotte. Merci d'être là. Donc tu es juriste et chargé de plaidoyer multinational aux Amis de la Terre France. C'est exact. Tout à fait. Alors peut-être, est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter les Amis de la Terre France et surtout, quels sont vos modes d'action par rapport aux activités des entreprises ? Alors, les Amis de la Terre France, c'est une association, une des plus vieilles dans le paysage des associations de protection de l'environnement et des droits humains en France, parce qu'on a été créé en 1970. Et c'est un réseau, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de groupes locaux en France qui travaillent sur les sujets au sens très large de protection de l'environnement. Et on fait partie au niveau international d'une fédération qui est présente dans près de 70 pays. Et je précise ça parce que ça va avoir une importance dans la manière dont on conduit nos dossiers. Par rapport aux informations qu'on reçoit également de groupes qui sont présents un petit peu partout dans le monde. On est présent donc en France avec une équipe d'une quinzaine de salariés qui travaillent sur plusieurs sujets, pas directement liés aux multinationales pour certains d'entre eux, mais on revient assez souvent quand même à la question des entreprises. Donc on a 5 campagnes thématiques, notamment sur l'agriculture, mais vu que mes collègues travaillent sur les engrais de synthèse, ça les amène à travailler par exemple sur Yara, qui est une multinationale qui travaille sur le sujet. En matière de surproduction, on a travaillé pendant longtemps sur Amazon et désormais sur la fast fashion, avec une proposition de loi visant à réglementer ces activités, de Chine et Temu en particulier. En matière de finances privées, on travaille là aussi sur le sujet des banques. Donc ça nous amène à lancer, à investiguer et à lancer un contentieux en particulier dont on pourra parler ensuite, contre BNP Paribas. On a également une campagne qui était sur la finance publique et le soutien public aux énergies fossiles, avec là aussi une victoire à l'époque parce qu'on avait obtenu l'arrêt de la part du gouvernement français des financements aux énergies fossiles, avec des garanties export. Et désormais, c'est une campagne qui est davantage orientée sur le gaz et la transition juste. Parce qu'une des spécificités des Amis de la Terre, c'est d'essayer de travailler aussi beaucoup avec les travailleurs concernés par ces industries polluantes pour que personne ne reste sur le carreau. Et enfin, la dernière campagne qui m'occupe principalement, c'est donc la campagne sur les multinationales, donc qui vise à réglementer l'activité des multinationales en matière d'environnement, de droits humains, mais aussi à enquêter sur l'influence des multinationales dans différents cénacles, notamment politiques, avec une activité assez ancienne sur la question du lobbying dans différents espaces. Très bien. Et donc, on va se concentrer sur les entreprises. Du coup, c'est quoi vos modes d'action ? On les connaît un peu. Tu as parlé de contentieux. Comment vous agissez sur cette question de la responsabilisation des multinationales ? Ouais, alors on est une association généraliste, c'est-à-dire qu'on mobilise tout un tas d'outils. Et la question des contentieux, elle s'est présentée de manière assez ancienne aux Amis de la Terre, mais pas concernant les entreprises. C'était vraiment du contentieux administratif ou contre l'État, lié à des grands projets ou à des projets locaux. Le mouvement qui a eu lieu plus récemment, avec la responsabilisation des entreprises multinationales, il s'est fait d'abord par des activités qu'on appelle de campagne assez classiques, donc d'investigation sur des activités problématiques d'entreprises, surtout dans le sud global, justement par le biais d'informations qu'on recevait dans notre réseau. Et à partir de tous ces éléments-là, de toutes ces alertes, il y a eu la volonté d'avancer et de réglementer ces activités-là. Et donc là, c'était vraiment le plaidoyer, avec un gros travail qui a été fait dans les années 2010 sur la loi sur le devoir de vigilance, avec tout un tas d'organisations alliées en France, associatives et syndicales notamment, pour donc faire adopter cette loi en 2017. Et à partir du moment où
cette loi est passée. Et il y a d'autres outils qui sont mobilisés, on pourra revenir là-dessus. Mais à partir du moment où cette loi est passée, il s'est agi de lancer des dossiers. Et c'est là que c'était important d'avoir déjà des pièces, d'avoir déjà des alertes, d'avoir déjà un réseau international qui nous permettait de nous informer sur les dossiers qui pourraient être lancés et sur les violations observées. Et donc le premier dossier qui a été lancé sous l'empire de la loi devoir de vigilance, ça a été le dossier Total ICOP Tilenga, donc pour un projet pétrolier de l'entreprise Total en Ouganda et en Tanzanie. Donc ça, c'était en 2019. Oui. Et on le connaît. Il y a des questions, etc., mais il est toujours d'actualité Tout à avec fait. le volet responsabilité civile. Alors, selon toi, les Amis de la Terre France, c'est quoi aujourd'hui les grands enjeux relatifs à la responsabilité des entreprises, juridiques, j'entends, et en particulier relatifs à l'accès effectif pour les victimes? C'est large comme question. C'est une question large. Et je vais préciser... Quelles sont vos priorités, on va dire vos combats, vos grands combats Alors nos combats, comme j'expliquais, l'idée c'est de prolonger un petit peu nos moyens d'action traditionnels par le contentieux. Donc c'est vraiment un nouvel outil dans nos modes d'action pour réussir à contraindre les entreprises. On s'est rendu compte pendant très longtemps que informer le public, sensibiliser l'opinion publique à ces questions-là ne suffisait pas et que on avait besoin d'outils contraignants. On a parlé de la loi sur le devoir de vigilance. En réalité, on mobilise d'autres outils de droit. Il n'y a pas que les dossiers de devoir de vigilance. On a un dossier également contre l'entreprise Perenco sur le fondement du préjudice écologique, donc de responsabilité civile de droit commun. Et on mobilise aussi d'autres outils comme le droit de la consommation avec les pratiques commerciales trompeuses et un dossier contre Total, voilà, pour éviter des allégations trompeuses en matière environnementale. Et donc le but... On ne fait pas de pénal, on ne s'interdit pas de faire du pénal, on suit de très près ce qui se passe, notamment concernant Total au Mozambique, de par justement les Amis de la Terre qui sont implantés là-bas. Donc on suit ces procédures-là, mais on est moins impliqué tout de même dans ce type de procédure. Donc après, pour répondre à la question sur ce qu'on cherche, pendant très longtemps, il y a eu un mouvement de responsabilisation des entreprises qui s'arrêtait à des normes de droit souple, on connaît l'histoire, et qui était en fait assez ineffectif. Et donc l'important pour nous, c'est de voir des résultats sur le terrain, c'est-à-dire là où les activités des entreprises se déploient dans le monde entier, d'avoir des violations, d'avoir des atteintes qui sont en diminution, voire qui sont empêchées, en amont. Donc c'est vraiment l'importance de prévenir ces atteintes-là. De l'importance du devoir de vigilance, c'est vraiment d'avoir tous les outils mobilisés par les entreprises afin de prévenir ces atteintes-là et que les victimes, les personnes qui sont aux premières loges, soient de manière constante impliquées dans ces processus de décision quand une décision d'investissement, de développement d'un projet sont prises. Et ensuite, quand une violation a lieu, parce que l'entreprise s'est mal comportée, disons, de pouvoir les accompagner au contentieux afin d'obtenir réparation. C'est un peu les trois branches, on va dire, de ce qu'on cherche. Prévenir, faire cesser l'illicite et obtenir réparation en cas d'atteinte. Et pour ça, on a besoin de développer tout un attirail qui mêle en fait le plaidoyer et la bataille au contentieux. Parce que une fois que vous avez fait passer vos lois qui vous permettent de lancer ces dossiers-là, il faut ensuite réussir à les faire s'appliquer et que l'interprétation qui était celle du législateur quand il a fait passer cette loi-là puisse prévaloir et qu'on puisse effectivement prévenir ces dommages et qu'on puisse obtenir réparation en cas d'atteinte. Et c'est bien le problème qu'on rencontre actuellement. La loi sur le devoir de vigilance, elle est passée en 2017. On a amené les premiers dossiers en 2019. Il y en a eu plusieurs qui sont arrivés ensuite. Et on est seulement en train d'étudier ces dossiers au fond, c'est-à-dire de débattre de violations avérées d'entreprises sur le terrain. On est près de 8 ans après. Donc c'est très problématique. Donc pour répondre à la question, l'important, ça reste que les personnes concernées puissent avoir accès à des tribunaux, puissent avoir accès à des réparations. Mais plus largement, il y a quand même un besoin, justement, de réglementer les activités des entreprises et de le faire d'une manière qui correspond le plus possible à la réalité économique. C'est-à-dire qu'on ait des règles qui soient adaptées à la structure des groupes,
au lieu où sont prises les décisions, là où existent les ressources pour contrôler également les chaînes de valeur, et de l'importance d'avoir des dispositifs comme celui sur le devoir de vigilance qui ont une portée extraterritoriale et qui permettent de centraliser aussi la responsabilité des entreprises au niveau des décideurs et des entités de tête, on va dire, parentes, qui ont en fait le pouvoir sur tout un tas d'acteurs qui travaillent pour elles. Oui, c'est le sens du devoir de vigilance avec une obligation adaptée à leurs moyens et leur influence. Tu parlais de faire cesser l'illicite, du coup ça m'a fait penser à l'affaire Total, donc Ouganda dont tu parlais, où vous avez, en 2019, fait une action en référé. Donc j'imagine que c'était pour les questions d'urgence et justement faire cesser l'illicite. Alors finalement il y a eu la décision d'irrecevabilité, mais on a eu un peu le cas aussi avec EDF, que tu dois suivre la cour d'appel, sur finalement les moyens du juge pour aller ordonner des mesures opérationnelles sur le terrain, en l'occurrence c'était le Mexique, mais Ouganda ou autre. Est-ce que tu penses que l'outil devoir de vigilance est français, donc après on parlera peut-être de directive européenne, vous arme plutôt les personnes atteintes sur cette cessation de l'illicite aujourd'hui, et après peut-être aussi sur le côté environnemental, parce qu'il y a d'autres outils avec préjudice écologique, mais devoir de vigilance, cessation de l'illicite. Oui, on pourrait même parler aussi du préjudice écologique, parce qu'il y a un article dédié justement qui oblige à la cessation en cas de constat d'un dommage. On veut prévenir la survenance d'un dommage. Le devoir de vigilance, parce qu'il est par nature préventif dans son premier article, doit pouvoir permettre au juge d'ordonner des mesures qui permettent de prévenir le dommage de survenir. C'est vraiment toute la question des actions adaptées et de la mise en œuvre des plans de vigilance, de la mise en œuvre effective des plans de vigilance qui est présente dans la loi. Après, on a en tête la décision La Poste, dans laquelle le juge constatant une violation et donnant injonction de publier un plan de vigilance conforme, premièrement, on dit c'est pas à moi de vous dire exactement quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour vous mettre en conformité, et ensuite ne le fait pas sous astreinte. Et donc on voit bien qu'il y a un petit peu un refus d'obstacle qui est assez décevant parce que les juridictions ont le pouvoir de le faire en matière de droit économique, que ce soit les juges judiciaires ou des autorités de contrôle le font et ordonnent des choses qui vont très loin dans la conduite des entreprises, dans leur comportement, dans les engagements qui doivent être pris par les entreprises de manière comportementale. On ne voit pas pourquoi en matière de droits humains ou de protection de l'environnement, où les enjeux sont autrement plus importants, sont vitaux, pourquoi elles ne le feraient pas. On nous oppose souvent le fait que ces projets ont lieu loin, sont dans des juridictions donc souveraines, et que les décisions des juges français seraient justement un petit peu difficiles à prendre et qu'elles excéderaient leur office. En réalité, on parle d'entreprises françaises, de décisions d'investissement, de financement, de développement de projets qui sont prises bien souvent en France. Et donc, il ne s'agit absolument pas d'interférer et de s'ingérer dans ces affaires-là. On veut simplement tenir pour responsables des entreprises qui sont établies en France, qui ont leur siège ici, qui prennent des décisions ici, pour des dommages qui ont lieu à l'étranger. C'est toute la question de la portée extraterritoriale de cette loi. Mais pour répondre à la question sur le pouvoir du juge, pour l'instant, on est dans une position un petit peu d'attente. Il y a une seule décision sur le fond, avec les développements que je mentionnais. Il y a eu tout un tas de développements très intéressants qui légitiment en réalité toute notre vision du devoir de vigilance sur son fondement, sur la référence aussi aux normes de droit souple qui permettent d'éclairer l'interprétation de la loi devoir de vigilance. Donc pour l'instant, on est sur un mouvement qui donne raison aux associations qui portent ces dossiers-là depuis plusieurs années. Et on y arrive des années après, c'est-à-dire qu'on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, on a suivi toutes les sagas en matière d'irrecevabilité. On arrive enfin aujourd'hui à discuter de ces sujets-là devant les juridictions. Il y a une nouvelle chambre qui est créée au niveau de la Cour d'appel, au niveau du tribunal judiciaire. C'est une bonne nouvelle, la création des chambres spécialisées. C'est une très bonne nouvelle, parce que il y a un enjeu de compétences, d'expertise et de temps, de ressources. Tout le monde est conscient de l'état des juridictions et du besoin de ressources. Et sans revenir de manière trop longue sur le premier volet de l'affaire Ouganda, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, il a énormément d'affaires. Et c'est pas un juge des référés qui est spécialisé dans les projets pétroliers dans des juridictions étrangères. Donc on comprend aussi le manque de ressources ou la réticence à vouloir traiter de ce type de sujet-là si les ressources ne sont pas mises en face. C'est pour ça que la spécialisation et la montée en compétences des juridictions est très importante.
D'ailleurs, il est précisé que la Chambre spéciale tribunal judiciaire de Paris peut être saisie en référé aussi. Bien sûr, et surtout la loi DV dit qu'en effet, on peut saisir le juge aux mêmes fins. Exactement, le juge des référés aux mêmes fins. Très bien. Et si on passe maintenant au niveau européen, donc il y a la directive dite Omnibus qui arrive. Enfin, déjà, il y avait la directive CS3D qui avait été adoptée, mais qui est remise en question. Déjà, tu peux peut-être... je crois savoir ce que les ONG pensent de cette remise en question, mais toujours en termes d'effectivité, de recours à la justice, etc., les mesures de prévention, enfin, même pas de prévention d'ailleurs, là, en l'occurrence de cessation, etc. Quelle est votre position sur cette directive, et peut-être aussi comment ça s'est fait, finalement, en termes politiques? Oui, je vais commencer par dire un petit peu la sidération qui est la nôtre. Nous, associations, mais ça va beaucoup plus loin, en réalité. Il y a tout un tas d'organisations de la société civile et même au-delà, dans certains milieux d'affaires qui sont sidérés par ce qui est en train de se passer, parce qu'on est en train de remettre en quelques semaines, de remettre en cause des années de travail. La résolution du Parlement européen appelant à l'adoption d'une législation au niveau européen sur le devoir de vigilance, c'est 2021. Voilà, c'était il y a 4 ans. Ensuite, on a eu la proposition de la Commission européenne en 2022. La présidence française au Conseil a soutenu ce texte. On a des déclarations noir sur blanc du président de la République qui soutenait le développement de tels instruments sur le modèle de la loi française d'ailleurs au niveau européen. Et ensuite, il y a eu une négociation qui allait très loin, qui a pris beaucoup de temps au Conseil, au Parlement européen, avec ce qu'on appelle une procédure de trilogue, c'est-à-dire les co-législateurs qui se mettent autour de la table et qui décident article par article la lettre de la directive en question. Alors qu'on pensait la directive adoptée, elle avait déjà été réouverte et certains États membres, dont la France, avaient fait un petit peu leur course et essayé de pousser à adopter ou à modifier certaines provisions, ce qui est extrêmement rare en procédure législative ordinaire européenne. Mais le texte avait été adopté, in fine, et donc devait être transposé. Donc nous, on se réjouissait profondément de l'adoption du texte. On s'était mobilisé sur ce texte davantage pour éviter les dommages liés à la loi française. Vu qu'on a déjà une loi en France, il s'agissait surtout de faire en sorte que dans les autres États membres, on ait un droit qui soit également protecteur, et surtout on prévoyait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les entreprises soumises à la loi sur le devoir de vigilance font référence à la directive sur le devoir de vigilance dans leurs écritures. Vu qu'elle est beaucoup plus prescriptive, plus longue, etc., et qu'on a beaucoup fait grief à la loi française d'être trop concise. Exactement. On le voit actuellement dans certaines écritures qui sont jugées devant le tribunal judiciaire de Paris. Les entreprises font référence à la CS3D en disant regardez, c'est en fait un cadre d'interprétation avant même qu'elle soit transposée. De manière assez intéressante, parce que ce sont aussi des entreprises qui par ailleurs s'opposent à la directive sur le devoir de vigilance. Et donc on se réjouissait et on avait commencé donc à travailler sur la transposition. Comment faire en sorte que ce texte-là vienne compléter la loi sur le devoir de vigilance sans amener de régression. Et de manière très étonnante, parce que ça n'a pas été discuté durant la campagne européenne pour le Parlement européen en juin dernier, ça n'était pas dans les lettres de mission des commissaires. Il s'agit en plus de textes du pacte vert qui avait été porté par la commission précédente et que la présidente de la commission est la même. On a désormais une remise en question fondamentale de certains textes, qui va bien au-delà du devoir de vigilance. C'est-à-dire qu'en fait, ça annonce une déréglementation massive qui va bien au-delà. Il suffit de voir la position française qui a fuité concernant ce mouvement de déréglementation qui concerne plus de 15 textes. Ça va aussi à la matière bancaire, aux produits chimiques, etc. Et donc, on commence par le devoir de vigilance. On commence par le devoir de vigilance et par les normes de reporting. On parle de normes qui n'ont même pas encore été appliquées. C'est-à-dire qu'elles ont été adoptées, elles n'ont pas été appliquées. On ne sait même pas si vraiment elles seraient problématiques pour les entreprises. Il y a tout un tas d'éléments qui laissent penser que ce n'est pas le cas. Et en réalité, on a observé une influence massive de certains représentants patronaux pour justement affaiblir ces textes-là. C'est-à-dire qu'on a été capable aussi de voir que certaines représentations de certains représentants d'intérêt étaient repris telles quelles et que ces représentants étaient reçus
de manière répétée par les personnes qui rédigent ces textes-là, qui rédigeaient cette proposition, là où la société civile n'a eu qu'une 30aine de minutes lors d'une consultation express à Bruxelles pour faire entendre ses positions. Et je ne parle même pas des organisations du Sud global. Les pratiques de lobbying responsable dont Exactement. tu parlais. Et c'est vraiment sur la fabrique de la loi, et là sur son démantèlement, parce qu'il s'agit de ça. C'est-à-dire qu'on a des textes qui sont passés et qu'aujourd'hui on veut démanteler avant même leur application. Sur la manière dont c'est fait, c'est assez choquant. Et on s'inquiète beaucoup donc du contenu de cette proposition qui est sortie récemment de la Commission européenne, parce que c'est un texte qui va bien au-delà que simplement revenir sur ce qui était le texte initial. C'est un texte qui est en deçà en fait de certains standards de normes de droit souple de l'OCDE et des Nations Unies. Par exemple, sur la question de la profondeur de ce devoir de vigilance, de la chaîne d'approvisionnement, enfin de la chaîne de valeur. On voit que on a une volonté de limiter ça au premier cercle de l'entreprise, le tier 1, c'est-à-dire ses partenaires commerciaux directs, là où il faudrait, c'est ce qui était prévu dans le texte initial, avoir une approche fondée réellement sur les risques, et qui concerne aussi les partenaires indirects. Et on voit dans des dossiers très récents, dans certains scandales qui ont éclaté, comme dans l'affaire Decathlon, on voit que les principaux problèmes se trouvent souvent, les violations, au stade des fournisseurs ou de sous-traitants qui sont eux-mêmes sous-traitants d'autres partenaires, et que les chaînes d'approvisionnement, elles sont extrêmement complexes, et que simplement dire dans un texte, écoutez, votre devoir de vigilance, il va concerner votre organisation, vos filiales et vos partenaires directs, et si jamais vous avez des informations plausibles sur des violations qui ont lieu ailleurs dans votre chaîne de valeur, là aussi ça rentrera. C'est extrêmement flou, et ça ne correspond pas à la réalité économique des entreprises, des groupes d'entreprises, et ça ne correspond pas à la réalité des violations qui sont observées sur le terrain. Oui, je suis pas sûre que ce soit très sécurisant même pour les entreprises, parce que ça leur laisse aussi quand même une marge d'interprétation sur la plausibilité des informations, et on sait quand même qu'il y a beaucoup de chaînes d'approvisionnement à risque, et elles peuvent difficilement dire qu'elles l'ignorent. Et sur la responsabilité civile, du coup, donc le dernier texte ne prévoit plus l'obligation pour les États de mettre en place un régime de responsabilité civile associé au devoir de vigilance. Il laisse aux États cette faculté. En France, on l'a avec la loi française. Ça, c'est quelque chose pour lequel les ONG se sont battues. C'est absolument fondamental, parce qu'en réalité, ces textes n'ont d'utilité que s'ils sont mis en œuvre. Et ils ne seront mis en œuvre, qu'importe leur contenu, que s'il y a un contrôle de leur mise en œuvre effective par les entreprises. La directive sur le devoir de vigilance, elle prévoyait, j'en parle hélas au passé, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais elle prévoyait un contrôle dual, à la fois par des autorités de contrôle administratif, et la possibilité d'obtenir aussi réparation, avec aussi toujours un pouvoir d'injonction, laissé au juge judiciaire, dans tous les États européens. Et ça garantissait la possibilité pour les victimes et leurs représentants, c'est-à-dire aussi des organisations qui agissent au nom des victimes, d'agir en responsabilité contre les entreprises fautives. Et c'est fondamental. Ce qui est supprimé dans le cadre de la directive, c'est à la fois le pouvoir de sanction dans ce qu'il a de vraiment coercitif pour les autorités de contrôle, parce qu'on a une suppression du palier de 5% d'amende maximale pour les entreprises, alors que c'est vraiment, je pense, ce pouvoir de sanction pécuniaire est un vrai levier d'action pour contraindre les entreprises et les forcer à investiguer leur chaîne de valeur et à vérifier que tout s'y passe correctement. Et par ailleurs, on a donc cet article sur la responsabilité civile qui est saboté. Vraiment, c'est-à-dire que certes, beaucoup d'États membres ont des régimes de responsabilité civile qui vont pouvoir être activés ou être préservés, comme c'est le cas en France, mais pour tout un tas de pays, ce n'est pas le cas. Et surtout, on a une exclusion des actions représentatives. Or, dans tout un tas de dossiers, les personnes physiques qui veulent agir passent par des intermédiaires de confiance qui, justement, les aident à monter ces dossiers-là et à les porter devant les juridictions. En l'occurrence, en France, nous, c'est ce qui se passe dans certains dossiers, où on agit
en tant qu'intermédiaire et on accompagne ces personnes-là. Et donc c'est extrêmement inquiétant et ça donne vraiment une vision assez apocalyptique de ce qu'est le devoir de vigilance pour certaines personnes et certaines entreprises. C'est-à-dire vraiment une sorte d'exercice très formel où les entreprises vont... Voilà, le fameux tick the box, où les entreprises vont choisir un petit peu, vont faire un petit peu leur shopping, choisir un petit peu les normes, les standards qu'elles veulent s'appliquer elles-mêmes. Ensuite, publier ça, mais faire une évaluation qui maintenant d'ailleurs sera même plus tous les ans, sera même plus annuelle, mais sera tous les 5 ans, et se conformeront aux standards qu'elles ont elles-mêmes décidés. On peut déjà prévoir qu'elles s'y conformeront parfaitement. Et il sera impossible de les tenir réellement responsables en cas de violation. Donc on a vraiment un devoir de vigilance qui est vidé de sa substance et qui est vidé de sa portée, parce qu'il sera simplement rendu inapplicable dans tout un tas de pays qui, encore une fois, ne sont pas encore équipés. Et ça me paraît très problématique, déjà parce qu'en France, on va continuer à avoir la loi sur le devoir de vigilance. Et donc, on comprend assez mal la position du patronat français, notamment, qui s'évertue à vouloir affaiblir un dispositif européen qui, pour le coup, permettrait de redistribuer un petit peu les cartes, en tout cas d'aplanir le niveau entre différents États membres. Commun. Et donc c'est assez incompréhensible. C'est évidemment irresponsable compte tenu de la situation dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de risques, de violations qui se matérialisent, qui sont croissantes et qu'il conviendrait au contraire de renseigner et de traiter et de prévenir. Et on est vraiment sur un mouvement législatif, sur un mouvement politique qui va à l'encontre de tout ce qu'il faudrait faire actuellement, alors qu'on a un peu une accélération de tous ces risques climatiques, de droits humains. Et donc c'est assez incompréhensible, surtout que tout ce qui ne se fait pas dans le cadre du devoir de vigilance se fera par ailleurs par le biais de la responsabilité civile, de droit commun qui vont perdurer. Même le pénal, il y a eu et le pénal sorti, Club des juristes sur la responsabilité personnelle des dirigeants. Ouais. Eh bien, écoute, merci. Une note optimiste pour la suite ou... Eh ben, les négociations s'ouvrent et on sera présent, non pas dans les négociations parce qu'on est hélas assez peu invités, mais on sera présent sur le fond. On va mener beaucoup d'actions de plaidoyer et on va réouvrir une phase assez active, qui ne s'est pas vraiment arrêtée, hélas, mais pour faire en sorte que la directive soit le moins possible affectée. Et en parallèle, note positive, nos dossiers progressent sur le fond, devant en principal le tribunal judiciaire de Paris. Et on a plusieurs audiences prévues dans des dossiers type total greenwashing. Et donc c'est très satisfaisant aussi de voir que le mouvement de judiciarisation se continue et que les petits atermoiements politiques, les petites turbulences vont pas remettre ça en question. Eh bien, merci pour tout. On continue à suivre ça. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Merci Charlotte. Merci. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.